Si j'avais écrit hier soir dans CC Journal, ce que je n'ai pu faire, étant trop excité, j'aurais terminé par une rangée de points d'interrogation. Cette surexcitation m'est venue du journal du soir. Après avoir fait de l'imprimerie tout l'après-midi, je suis sortie vers le soir, et acheté le Star, et jeté négligemment un coup d'œil sous la lanterne du cabaret, et j'ai lu que le Premier ministre avait besoin de nos prières, que des décisions capitales nous attendent, que nous autres Britanniques devons rester étroitement unis, que, dans une semaine ou même d'ici à quelques jours, nous serons confrontés à des événements qui changeront à jamais l'Empire britannique. De cela, nous avons déduit une offre de paix à la France, mais il apparaît que c'est seulement pour elle j'ai une manière d'exciter du faux à sa galerie. Toujours est-il que cela m'a excité, moi, je râle, qui devait avoir dîné, a téléphoné pour dire qu'on annonçait un raid et qu'il fallait se tenir paré. La soirée était nuageuse et nous n'avons guère été alarmés, en partie parce que la mise en garde venait de sources officielles. Mon congé est révoqué. Un gros livre sur Samuel Pepys est arrivé, que j'ai passé la soirée à lire, et maintenant un autre sur Swinburne m'attend à la gare. Je ne sais trop si je préfère avoir des livres ou bien écrire sans interruption des ouvrages romanesques. Mais il faut que je me fasse quelques shillings pour payer mon édition Baskerville. Vendredi 15 mars, par bonheur, le temps s'est couvert, le printemps est effacé, mais on doit sacrifier le printemps à la guerre. Philippe est venu et nous avons fait de l'imprimerie, moi, gâchant plutôt les poèmes, à ma grande contrariété. Philippe parlait de Blimet qui est berger près des Cantocs. Lundi 18 mars, j'ai écrit la date, et puis je ne sais trop quoi m'a interrompu une lettre, je crois, à Lytton pour lui expliquer pourquoi je ne ferai pas la critique de son livre. Aujourd'hui est mercredi, et j'ai enfin un moment pour écrire après le thé. Samedi, les parlottes ont commencé. Lytton et Carrington sont venus pour le TL avec des jours où j'ai ferme de pommes, un corps vert vif et jaune, et infiniment ferme et large de partout. La conversation m'est sortie de l'esprit, et je ne pense donc pas à David Lloyd George, après avoir donné sa démission et ainsi précipité celle du gouvernement libéral de H.H. Asquith, en décembre 1916, devint lui même Premier ministre d'un gouvernement de coalition qui resta en place jusqu'en 1922. Le lundi 13 mars, il s'était adressé à l'Église libre nationale, de là cette demande de prière, il ne faisait là qu'exciter sa galerie, en effet. Gérald de l'étang du Quort, 1870-1937, était le plus jeune, des demi-frères de V.W. après Eton et Cambridge. Il fonda en 1898 sa propre maison d'édition. Iri avait publié le premier roman de V.W. La traversée des apparences, en 1915, VVW, de l'été, il, numéro 914, daté du 15 par erreur, au lieu du 18 mars que nous ayons dit quoi que ce soit de très important. Ils étaient allés à la soirée de Barbara, restant jusqu'à 5 heures du matin. Fredegon et Nessa entretinrent l'animation en donnant une imitation de Tolin, Nick et Saxon lugubres tous deux à l'arrière-plan. Carrington ayant quitté un instant la pièce, Lytton a expliqué qu'il aimerait rester avec nous, sans elle, si on pouvait arranger cela. Il m'a demandé de faire la critique de son livre. J'ai accepté étourdiment. À la réflexion, je n'ai pas très envie d'écrire sous surveillance, ni de demander à Birus Ségin et Ichinondj un livre dont il n'ignore pas que c'est celui d'un ami. Dimanche, le fardeau des visiteurs fut accablant. La liste est éloquente en soi. Gérald du Quort et Saxon à déjeuner. Saxon au thé. Barbara, Nick, Middleton mûr, RYJ à dîner. La ressemblance de Gérald avec un Carlin d'Orloté, trop nourri, s'est beaucoup aggravée. Ses cheveux sont tout blancs. Il y a à peine une lueur de vie, sans parler d'intelligence, dans son regard. La faiblesse de sa prise sur la vie, à part celle de l'estomac, doit être effrayante. Il n'a pas d'opinion, il se laisse simplement dériver comme les algues dans le courant prédominant. Sa manière d'envisager n'importe quoi sous l'angle commercial m'a déprimé, en particulier lorsque j'ai pensé que mon roman était destiné à être tâté et bruyamment reniflé par lui. Mais, chose curieuse, il n'avait rien à dire 27. Cela a duré jusqu'à 3 heures à peu près. Saxon sous son jour le moins courtois et le plus insignifiant. C'est triste que le malheur puisse n'être pas saillant, mais j'ai bien peur qu'il en soit ainsi en ce qui le concerne. Son teint se brouille, son esprit paraît gelé. Il se fit battre aux échecs et partit comme s'il voulait éviter de rencontrer Anne et Bennick fut le seul d'entre nous à se montrer plein d'entrain.
Ce pauvre Muri, accablé par son triste sort, est resté hargneux et renfrogné. Il travaille toute la journée et se met à écrire aussitôt rentré chez lui. Le pire est que KM a été très malade, a eu une hémorragie pulmonaire là-bas, en France, et il va falloir la ramener en Angleterre, ce qui est difficile. Pour juger de la gravité de son état, mais je lui ai trouvé beaucoup plus de personnalité et d'intelligence que je ne lui en avais prêté jusque-là. Je crois que cela venait en partie du contraste avec Nick. Il y a une différence très nette entre un esprit solide et un esprit médiocre. Non que M soit aussi facile à vivre ni aussi agréable que Nick, mais il sait se servir de sa matière grise, l'a toujours fait travailler, et ainsi se fraye chemin dans une atmosphère qui ne lui est pas habituelle. J'ai beaucoup parlé livre avec lui, le genre de conversation qu'on ne peut avoir avec Nick, même s'il a le jet innocent et parvient à s'imposer par son bon sens et son goût inné. B a été presque complètement effacé, n'a pour ainsi dire pas ouvert la bouche, je crois. Ils sont partis les premiers, nous nous sommes fait nos adieux, la manière moderne, qui consiste à couvrir toutes les crises sentimentales d'un vernis de prose et de bon sens, donne à ce genre de séparation une désinvolture presque ostentatoire. Murray s'est attardé encore un instant à discuter des écrivains anglais et de Thomas Hardy. Il dit qu'il n'écrira plus jamais de romans. La poésie est un raccourci et la vie me semble maintenant très précaire. Le lundi 18 mars, je suis restée ici, pour faire mon travail de typographe. Elle est allée à Londres. Le mardi, nous avons pris le thé au club. Y rencontrant les personnes habituelles, sauf Brun, qui se fait rare, avons assisté à une réunion générale, où elle a été élue 5e au comité, pour dîner ensuite avec A, l'autre convive étant Arnold 133 Horst 28. À ma grande surprise, la première personne qui arriva après dîner, fut Lilton Yon 29. Je ne crois pas avoir échangé 6 mots avec lui depuis 1908, lors de cet entretien que nous avons eu. J'ai toujours soupçonné que de sombres nachiations d'eau H étaient intervenues. Toujours est-il que nous avons complètement rompu. Cette conscience du passé m'a, pour le moins, mise mal à l'aise. Mais nous sommes maintenant d'un âge rasé de près, tendu, le visage rouge, tout en câble et galon doré, la poitrine barrée d'un ruban. Il incarne à la perfection officier de marine. Ses airs ténébreux, énigmatiques, le sphinx sans secret, se ont envolés, et pourtant il m'a plu, je l'ai trouvé aimable, digne de confiance, et un peu romantique non plus romantique à mon sujet, pourtant je le crains. Mais, homme pourrait-on un temps soit peu deviner les sentiments d'autrui, je me suis, prise à m'apitoyer sur lui pour la toute première fois de ma vie. Autant que je... il a plus de 40 ans, et, après tout, il a aspiré à quelque chose dont il a dû se passer. Nous avons discuté ferme. Il ne trouve plus rien de romanesque à la marine au bout de 4 ans. Comment considérions-nous l'Angleterre? Ne sachant pas jusqu'où allaient ses idées belliqueuses, il m'était difficile de sortir des sujets généraux. Les chauves ont fait leur apparition, ainsi qu'une sémillante amie de K, venant d'un bureau, je crois, au moment où nous prenions congé. Le petit WAF, très modeste, très insignifiant, très innocent, comme il l'était jadis. Mercredi 20 mars, nous avons fait de l'imprimerie mais ne sommes pas venus à bout du travail. Le jeudi 21 mars, les Wolves se rendirent à H.E.A.M. et VW rouvrit son journal d'H.E.A.M. pour rappeler qu'ils étaient venus passer 10 jours là en février, après sa grippe. Et, maintenant, pour ce séjour de que, c'est notre coutumière sur le temps qu'il fait, les phénomènes de la nature, les prix et ses allées et venues en compagnie de elle reprennent. Le 21 mars, d'un camp grand vin déjeuner et elle le raccompagna à Charleston. Les nouvelles de la guerre furent très mauvaises le 25 mars, meilleures le lendemain. Lytton Strachey arriva pour un séjour, mais Barbara Bagenal se fit attendre en vain. Malade, Lytton passa au lit toute la journée du 30 mars. Le 2 avril, James Strachey et Noël Olivier arrivèrent. Le lendemain, Lytton partit pour Charleston. Le 5 avril, les Wolves regagnèrent Richmond. Les St. James et Noël séjournaient à H.E.A.M. et VW reprend le cahier IV du journal. Vendredi 5 avril, je crois que j'ai été interrompu net ce mercredi, comme il arrive toujours quand on est sur le point de se déplacer, et pour autant qu'il m'en souvienne, il a neigé. Brynil Popham, né Olivier, 1887, 1935. Deuxième des 4 filles du socialiste Fabien Sir Sidney Olivier, qui avaient toutes appartenu à ce groupe d'amis que VW appelait les néo-païens.
William Arnold Forster, 1885-1951, avait étudié la peinture à l'Académie Slade de 1904 à 1908, mais il était à présent lieutenant de vaisseau dans la Royal Naval Reserve. Edward Hilton Young, 1879-1960, troisième fils de Sir George Young, B.T. Après des études à Eton et à Trinity College, Cambridge, il entra au barreau en 1904. Sa famille et celle de V.W. se connaissaient de longue date. En 1909, et non en 1908 comme elle se le rappelait, il avait demandé V.W. en mariage. Oliver Zeltin, né Hilbert, donc une des sœurs avait épousé un cousin de V.W. et une autre, George, le frère aîné de Hilton, fut soupçonné de manœuvrer pour empêcher ce mariage. Hilton était à présent MP libéral et servait comme lieutenant dans la Royal Naval Reserve. En 1917, il avait été décoré pour sa conduite dans les Flandres. C'était des McCarthy qu'il avait surnommé le Sphinx en secret grêlé, tonné des visiteurs. Nous sommes partis pour Asheham le jeudi, dans une telle explosion de chaleur estivale que les voyageurs du métro baissaient les stores et que la bruyante fougue. Quel mot exprimerait des veilles de la vie encore enfermées dans un doux étui de velours, avec laquelle qui Clignon rendait un culte à un char d'assaut évoquait un bourdonnement d'abeilles autour d'un prunier rameau fleuri. L'abeille et le rameau fleuri, nous eûmes cela à Asbin, et non pas métaphoriquement parlant. Une fois de plus, ni souvenirs sont surtout concentrés sur un après-midi de lecture au jardin. Je lisais Wordsworth, le poème qui se termine par « ce que l'homme a fait de l'homme de ». Les jonquilles étaient en fleurs et sans doute entendait-on le son du canon venir des collines. Et pour moi qui n'ai pourtant rien de directement en jeu et qui récuse l'importance de ce qui se fait, ces journées même de soleil eurent une étrange pâleur. Le printemps a toujours sa tristesse, certes. Des visiteurs ont troublé ces états d'esprit qui donnent une texture si riche à la vie solitaire d'Asheham. D'abord Lytton, puis nous avons attendu, les yeux sur l'allée, l'apparition de Barbara. Mais elle n'est pas venue. Dimanche, j'ai eu une lettre dans laquelle elle me raconte l'histoire presque incroyable de ses tentatives successives de monter dans un train. 3 jours de suite, elle s'est rendue à Victoria et tantôt elle a été retenue derrière le portillon, tantôt s'est trouvée coincée juste en face de l'intervalle entre 2 voitures, n'a jamais pu monter, et finalement a passé Pâques seule dans son atelier, s'attendant, elle nous l'annonce, à être dans 9 mois, moins 15 jours, mère d'un enfant. Lytton est resté une semaine avec nous, à un jour près. La route de Bedingham a presque toujours suffi à nos ébats. Nous avons eu de courts et, pour moi, très intimes entretiens, intimes en ce sens que, pour saisir tout le corps d'une pensée dans votre esprit, il suffit à Lytton d'en apercevoir la queue. Ces pensées concernaient en général des livres, mais les livres englobent une bonne part de la vie. J'ai dans l'idée qu'il a maintenant tendance à se demander si ethnie Victorian, 4 ans tout, et qui lui ont coûté 4 ans de travail, constitue un témoignage suffisant au regard de son âge et de ses prétentions. En tout cas, c'était pénible de le voir si ouvertement anxieux de notre opinion sur leur valeur, et il a si souvent, encore qu'avec beaucoup de tact, reparlé de la critique que je pourrais peut-être en donner que j'en viens à hésiter. Il se peut que s'impose à lui le contraste, et pour moi il y en a un, entre ses propres réalisations et les réalisations de elle, et puis il a été malade un matin. Maladie verte a proclamé Lottie avec la passion et l'enthousiasme qu'elle met toujours à tout peindre des couleurs les plus vives. Il ne se porte vraiment pas bien, et il est certain qu'à devoir ménager sa santé on prend un esprit précautionneux, voire hargneux. Que ce soit ou non la conséquence d'une mauvaise santé, j'ai remarqué chez lui un être doublement de son orgueil familial, qui atteint maintenant une intensité quasi religieuse. Mauvais signe. Comme le patriotisme, cela montre bien qu'en vase clos certains sentiments prolifèrent et deviennent envahissants. Par exemple, il faut porter au nu James pour sa volonté de faire, parce que c'est un superbe administrateur, etc. Mais le projecteur est braqué aussi sur chacun des membres de la famille et jusque sur les ans 1917. On utilisa la relative nouveauté du char d'assaut dans une campagne pour la vente des bons de la défense nationale et de titres d'épargne en inaugurant des banques itinérantes, les Tank Banks, où le public pouvait en acheter. Line sourit en In Early Spring, vers écrits au début du printemps, 1798, poème qui commence par « Il y aura tous en blended notes, j'entends 10 000 notes confondues, avril 1918 135 cousines ». Comme Mary H. je trouve cela blessant.
Puis James et Noël sont arrivés 3. Notre patience a commencé à se lasser. Les visiteurs tendent à vous agacer, même si on n'a rien à leur reprocher sur le plan de l'amitié. Je me réjouis toujours, à la fin de chaque visite, de m'apercevoir que mon affection reste inchangée et ce fut le cas ces 3 fois. Pourtant je reste perplexe quand je cherche à m'expliquer cette tension et ce malaise que les personnes que l'on aime le plus parviennent à vous faire éprouver. J'en ai discuté avec elle, il dit que lorsque nous avons des gens à la maison, ces heures de plaisir positif se réduisent à une seule, qu'il a je ne sais plus combien d'heures de plaisir négatif et une marge respectable de profond déplaisir. Serions-nous en train de vieillir? Nos habitudes s'établiraient-elles comme les vents alizés? Mais cette fois les difficultés d'approvisionnement ont certainement aggravé notre inconfort. Un jour, au retour d'une longue promenade, nous avons trouvé le tiers d'une miche de pain sur la table. Il n'y en avait pas d'autre dans la maison. C'était la faute de Nelly, qui n'avait pas su s'organiser, mais à H.E.A. il arrive souvent qu'on se débrouille mal, et s'organiser de façon à peu près convenable demande beaucoup de réflexion et d'aller et venue à bicyclette avec des paquets. À un certain moment, les bonnes en sont venues une fois de plus à se chamailler. Le soulagement d'être de retour au sein d'une abondance relative et d'avoir, en tout cas, des magasins à 2 pas est plus que réel. Nous sommes revenus vendredi, avons piqué droit sur l'auberge de Clifford pour y déjeuner, nous sommes engouffrés chez Partridge et Copé, et puis je suis rentré à la maison, tandis qu'elle allait voir Bonwick 4. Le résultat de leur entrevue est tel que je l'avais prédit. Ils ont offert à elle le poste de rédacteur en chef de la nouvelle revue, et d'ailleurs ils font de son acceptation une condition du lancement auquel ils se proposent de procéder sans tarder. Il faudra trouver un arrangement avec Wright, mais j'imagine qu'ils s'en chargeront eux-mêmes. Elle a 10 jours pour se décider. Il y a la question du personnel, du salaire et le reste. S'il accepte, il pourra renoncer à gaver de critiques littéraires et à l'aigle omnivore, au gosier peu délicat. À considérer les mérites de cette créature vulgaire et exsangue, je parle de son journalisme, sa manière de diriger un journal, son manque d'énergie, de jugement et de compétence. J'estime qu'il serait sage de la part de elle d'accepter cet autre poste, ne serait-ce que pour trouver une porte de sortie. Mais il se pourrait que le poste soit précisément une fin et non un moyen. Notre retour a donc été d'un genre prometteur et joyeux, surtout lorsque l'on considère combien les retours sont en général décevants. Samedi 6 avril ce matin j'ai eu une lettre de Barbara m'apprenant que Nick a été grièvement blessé le 30. Il a été touché dans le dos et au rein et on l'a opéré. Aux dernières nouvelles, il avait bien supporté l'opération. Depuis, on ne sait plus rien. S'il se rétablit, peut-être ne le renverra-t-on plus sur le front. Mais qui sait, du moins le coup ne s'est pas trop fait attendre, et si j'étais à la place de Barbara, je trouverais que c'est James Strachey et Noël Olivier. Noël Olivier, 1883-1969, la plus jeune des 4 filles de Sir Sidney Olivier, fit ses études à Bedale, puis à la London School of Medicine for Women, où elle obtint son diplôme de médecin en 1917. Rupert Brooke, Adrian Stephan et John Strachey tombèrent amoureux d'elle. Alfred James Bonwick, 1883-1949, était alors l'agent d'affaires d'Arnold Rowntree, qui songeait à financer un journal, The International Review, proposé par LW, en complément et amélioration de War and Peace. Des discussions étaient en cours. Autrement dit J.C. Squire, le directeur littéraire du New Statesman, qui écrivait sous le pseudonyme de Solomon Eagle, 136 Harry 071 11 11 11 11 111 11 11 11 degrés en soi une bénédiction, mais être dans l'attente de télégrammes et de lettres, sans trop savoir quand ils arriveront, et avec ce bébé en perspective, tout cela combiné doit représenter une frimeuse torture à infliger à un être humain. Cependant Saxon déménage, Barbara l'aide. Au téléphone, la voix de Saxon donnait à penser qu'il était encore capable d'éprouver quelque plaisir. Mais lorsqu'une crise survient, il est rare qu'on l'affronte avec naturel, on est soit trop calme, soit à l'autre extrême. Saxon a son impasse personnelle. Pluie toute la journée, jusqu'à cette minute même, où il y a une éclaircie. Prunier fleuri dans le jardin, et fleurs à l'air très vigoureuses. Suis allé feuilleter des livres chez Hiscock. J'ai acheté les poèmes de Collins et l'autobiographie de Collis IB, c'est un shilling pour les deux. Elsten, le mari de Flora, vient d'être envoyé à l'étranger.
Dimanche 7 avril, nous rentrons à l'instant après avoir pris le thé avec Barbara et Saxon dans son studio. Nick a déjà été transféré dans un autre hôpital, d'où il a écrit lui-même. Du moins, il ne doit donc plus y avoir de danger immédiat pour lui. D'après eux, il peut maintenant rentrer d'un jour à l'autre à la maison. Nous avons pris le thé. Saxon, dans son gilet de laine brune, allait et venait de manière extravagante en mettant le couvert. Barbara était si visiblement nerveuse que je suppose que le bébé est vraiment en route, mais ces 4 jours passés à attendre des nouvelles auraient mis à l'épreuve les nerfs de n'importe qui. Le couple dans cet intérieur offrait une illustration, presque trop parfaite pour mon goût, de l'esprit post-impressionniste. Il n'était jusqu'au chat noir et blanc qui semblait décoré par l'oméga, chaux blanche dans laquelle se voit la marque du pinceau, un pilier rayé, tissu burnet neuf pour les sièges, et chien de porcelaine pour le manteau de la cheminée, coton à carreaux partout où l'on pose le regard, et, pour l'œil critique, une ou deux choses d'un goût équivoque ou des retours à un stade antérieur, par exemple un collier de perles accroché à un clou. Toutefois, en rentrant à la maison, j'ai trouvé ma chambre bien laide. La conversation a été posée, appropriée, mais pas intarissable. Je ne pense pas que Saxon, qui venait de se laver la tête, ait eu quoi que ce soit à dire, et son comportement est un peu revêché et caustique en ce moment. Il m'a fait penser à une poule qui a pondu un œuf mais un seul. Hampstead ne nous a pas plu. La vulgarité de Richmond est toujours un soulagement ensuite. Lundi 8 avril, il y a toujours un moment difficile entre le retour de Londres et le dîner, qui est providentiel pour ce cahier. Pour je ne sais quelle raison, il est inutile d'essayer de lire alors qu'écrire semble pourtant l'exutoire qui convient à cet état de flottement 6. Il déménageait pour s'installer au 37 Great Ormond Street, Bloomsbury 7, Hiscock-Caisson, libraire, 22 High Street, Richmond. Les odes de William Collins furent publiées en 1747 et de Apology for the Life of Monsieur Collins IB, Comediats, en 1740. Le volume 1 de l'édition de 1826 de ce dernier se trouvait parmi les livres des Woolf. À la mort de W. Flora Woolf avait épousé George Sturgeon, voire plus haut, 28 octobre 1917, qui fit toute la guerre comme officier, et fut envoyé à Damas en 1918. Barbara Bagenal habitait un studio au 11 Hayat Street, Hampstead. B. Burney et compagnie, T.R. Furiuchet et Upholstery, au 22 Garrick Street, WC2, étaient réputés pour leur tissu d'ameublement aux couleurs audacieuses, et faisaient des affaires considérables avec le théâtre, agacé dans lequel on se trouve en général. Un état qui est peut-être plus prononcé à présenter au Club 17, surtout s'il arrive que l'on rencontre Roger dans Charing Cross Road, coiffé de son grand feutre, 4 ou 5 livres français à couverture jaune sous le bras. Pour moi, il est le centre d'une trombe. Soumise à son influence, je suis chassé droit dans une librairie, persuadé de débourser 6 shillings ou 7 pour un roman français, et compagnie, écrit par un juif, obligé de fixer un jour pour une visite à Durban's, invité à une pièce de théâtre et complètement subjugué, hérissé de partout d'idées, de questions, de possibilités qui ne peuvent pas se développer dans Charing Cross Road. Bien entendu, il était pressé par un rendez-vous à Burlington 11 et par le montage de 2 pièces quelque part ailleurs, malade aussi, à ce qu'il m'a dit. Mais l'esprit plus ou moins apaisé par la lecture de Fabre qui lui montre qu'après tout notre guerre, si atroce soit-elle, mais là nous nous sommes quittés. J'ai couru me plonger dans une sorte de flaque laissée par Roger au Club 17, Goldie 13, Miss Dudley, tout au moins. On ne peut inclure sous cette appellation Mrs. Manu, Langdon Davis, ni elle. Nous nous sommes installés au rez-de-chaussée, et le pauvre vieux Goldie a plissé le front et s'est lancé avec ardeur, d'un ton léger, dans une question après l'autre. À sa manière habituelle, la manière du célibataire qui vit d'exercer son esprit et se déplace par ce moyen d'une personne à l'autre, hissante comité. Je les ai laissés tenir un comité de plus pour aller chercher ma montresse, jamais avoir de domicile fixe, une sorte de bohémien ou de vagabond. Il s'est lamenté sur la mort des jeunes gens, Eric Whittea étant le dernier en date à se faire tuer. A dit qu'il irait se battre s'il était assez jeune, ne l'étant pas, il siège dans Nampoland Street. Chemin faisant, j'ai enfilé une petite rue étroite bordée de chaque côté de voitures à bras qui offraient des bas, de la quincaillerie, des bougies et du poisson. Un orgue de barbarie jouait au milieu. J'ai acheté 6 paquets de rats de café tâté. L'agitation, la couleur,
Le bon marché m'ont plu jusqu'au fond de l'âme, mais je n'ai pu régler les 5 shillings 6 du pour ma montre, du fait de la séduction magique de Roger dans Charing Cross Road, et j'ai donc dû la laisser qui tic-taquait comme une montre dans sa première jeunesse. Suis rentré par Victoria. Fin d'après-midi ensoleillé, fourmillante de passants. Mardi 9 avril, il fait un temps des plus curieux, et aussi des plus désagréables. La pluie tombe par intermittence d'un ciel gris sombre. Même lorsqu'il ne pleut pas, le ciel reste gris. Il fait chaud, humide, et les jeunes feuilles ont un aspect sinistre dans l'atmosphère hivernale. Le verre semble être vu à la lumière électrique. Nous sommes 10, et compagnie, roman de Jean-Richard Bloch, 1884-1947, paru en 1918. D'Urbain était la maison de Roger Free, dont il avait lui-même tracé les plans, non loin de Guildford. Dans Old Burlington Street se trouvaient les bureaux de la revue d'histoire de l'art, de Burlington Magazine, dont Roger Free fut le directeur adjoint de 1913 à 1919. Le naturaliste français Jean-Henri Fabre. Goldsworthy Dickinson était un ami intime de Roger Free depuis leurs études à Cambridge dans les années 1880. Ellen Dudley, américaine qui avait étudié à Oxford sous l'égide de Gilbert Murray, quitta Chicago pour regagner l'Angleterre en août 1914, en réponse à une ses propositions de Bertrand Russell, qui lui offrait de vivre ensemble, proposition qu'il récusa à l'arrivée de la jeune femme. Elle posa pour Roger Free en 1916, et un portrait d'elle exécuté par Vanessa Bell se trouve à la Tate Gallery. Bernard Noël Langdon Davis, socialiste, éditeur, conférencier sur les affaires internationales, et président du Council for Civil Libony, Mrs. Marjorie Manui était son assistante et collaborait aussi avec lui à la Labour Publishing Company. C'était le plus jeune des fils d'Alfred North Whittea, le philosophe et mathématicien de Cambridge. 138 avril 1918 disputé hier au sujet de mon pot de crème, et elle s'est montrée des raisons à eux et moi généreuse. La dispute s'est terminée à 4h25 juste. À 4h30, Miss Mattae est arrivée. Je n'y rappelle l'avoir vue à Newnham. Elle en est partie, à ce que nous avons compris, parce qu'elle y portait ombrage. Il est facile de voir à son attitude passive, effacée, que cet ombrage a miné ses facultés de résistance. Nous avons effleuré le sujet de la guerre, mais elle s'en est écartée, et cela semblait parfaitement odieux qu'on pût être ainsi effrayé de déclarer ses opinions comme un chien si souvent battu qu'il craint jusqu'au simple geste de lever la main. Elle et Léonard ont discuté de leurs affaires, qui concernaient guerre et paix et pourraient aboutir à ce qu'on lui propose une place dans l'équipe. Elle a besoin de gagner sa vie. Il faut que je vous avoue quelque chose, a-t-elle dit, lorsque l'entretien s'est terminé. Mon père était allemand. Je trouve que cela fait une grande différence, que cela représente un obstacle certain au point de vue économique. Elle a reconnu que c'était vrai. C'est une grande femme maigre, gauche, sans attrait, d'environ 35 ans, dont le visage se couvre brusquement de plaques rouges et luisantes. Elle avait mis ce qu'elle devait avoir de mieux, des vêtements incroyablement raides et laids, mais elle a l'esprit vif et c'est une enthousiaste, a dit qu'elle aimait écrire. Mercredi 10 avril, journée très sombre et mouillée. Avons travaillé à l'imprimerie. J'ai composé une page en 1h15, mon record. À cette allure, le livre pourrait être terminé en un mois. J'ai reçu hier une lettre de Miss Harriet Weaver, qui nous demande si nous pourrions envisager d'imprimer le nouveau roman de Joyce, dont aucun imprimeur ne veut se charger, sans doute à cause des sentiments qu'il exprime. Ils doivent être très enflammés, si l'on songe au succès qu'a eu le livre précédent. Elle viendra nous voir, bien que nous ne puissions guère nous attaquer à un livre. J'aime plonger ainsi la main dans le sac à malice. À propos, je suis une fois de plus évincée du Times, et ainsi je dévide mon livre à toute allure, et je suppose que des livres vont me submerger en masse un de ces jours. Sommes allés chez l'imprimeur, qui a presque monté sa nouvelle machine. Mais sans énergie et sans compositeur, nous sommes encore loin d'avoir ce qui nous est dû. Jeudi 11 avril était au Club 17 cet après-midi. Mais il faut décrire le temps. Imaginez que vous vivez dans un ballon jaune dont le plafond monte et descend, avec à l'intérieur une atmosphère raréfiée. Telle est notre situation. Lorsque le plafond s'enfonce presque 15. Louise Ernestine Mattae, 1880-1969, après des études classiques et une bourse à Cambridge, fut directrice des études à Newnham College de 1909 à 1916. En 1931, elle devait épouser le veuf de sa sœur,
Sir Albert Howard. Et l'ombrage venait de ce qu'elle était d'origine allemande 16. Ariel Schaubiaver, 1876-1961, qui avait une fortune personnelle et des idées affranchies, de surcroît propriétaire virtuel du périodique de Meg West, voire plus haut, 28 janvier 1918, note 45, avait non sans de grandes difficultés, dû sans doute au risque encouru par les imprimeurs d'être poursuivis pour obscénité, publié le portrait de l'artiste jeune homme en livraisons successives, puis enfin, en 1917, sous forme d'un livre. Elle était à présent impatiente d'organiser la publication d'Ulysse, dont les imprimeurs avaient composé, mais refusent d'imprimer le premier épisode. T.S. Eliot lui avait laissé entendre que les Wolf pourraient peut-être l'imprimer sur leur presse privée. Avril 1918 139 jusqu'à toucher notre tête, il nous faut allumer l'électricité, ce que nous avons fait pendant le déjeuner. Parfois il se met à pleuvoir, mais cela n'apporte aucun soulagement. Dans le train pour Londres, toutes les lampes étaient allumées. Je suis allée à l'Ornega, et pris mes tableaux, et suis tombée sur Roger, qui portait un manuscrit roulé, sa traduction de Lysistrata, Mathilde, lit. Cette traduction, il l'a effectuée à partir d'une modeste connaissance du grec, et il regrette de n'avoir pas fait du théâtre, mais se demande jusqu'où on peut aller. J'ai fait tout le chemin jusqu'à Gerrard Street en portant les tableaux, faisant halte dans Polland Street pour débourser mes 5 shillings 6, et emporter ma vieille montre en or, dont la distinction et la dignité sont très frappantes après 6 mois d'une Ingersoll. Au club j'ai trouvé, faut-il que je répète encore une fois cette vieille scène, je crois que le petit pain avec miel, que j'ai pris au lieu de mon toast habituel, m'a plus intéressé que les bribes de Skur, Cousin et Marshall 117, ou que la pâle solennité de commande de cette pauvre Alix. L'ayant privé de James pendant 15 jours, je me sentais plutôt coupable 18. Elle est rentrée de la réunion des indigènes, et va se remettre en route pour une soirée d'adieu à Bertie, chez Mrs. Hamilton. Hier soir il est parti pour passer moins d'une demi-heure à une réunion du Parti travailliste. Samedi 13 avril, la soirée d'adieu de elle a été copieusement truffée de nos amis dissidents. Je ne sais pourquoi, combinés, leurs vertus sont si déprimantes. Il y avait Dora, Singer, et Adrien avec Karine, elle annonce qu'elle est enceinte, et Burns 2 degrés et Alix et les autres. Bertie effondré, sûr d'être emprisonné pour son article ou pour sa conscience. La nouvelle loi ratisse les hommes des générations plus anciennes. Les voilà tous maintenant avec la conscience déchirée, mais jusqu'à présent ils paraissent reculer devant la prison. Vendredi fut une journée agréable, avec du soleil, et des fleurs et feuilles de couleur normale. Nous avons consacré l'après-midi à l'imprimerie. C'était la première soirée que nous passions seuls depuis longtemps. Enfouis profondément dans nos fauteuils, nous fûmes interrompus dans nos lectures par Walter Lang. Revenant ensuite sur la conversation, nous avons convenu qu'il s'était montré légèrement au-dessus de son niveau habituel. Il s'est longuement étendu sur la tempête de neige qu'il avait affrontée, donnant à chaque détail un relief plus intéressant pour lui que pour nous. Sa voix, il est vrai, rendrait insipide le romanesque le plus effréné. Lord Canterbury est de nouveau porté au pinacle. C'est un spécialiste des études persanes, et il a donné les 1001 nuits à W. Il habite une maison qui n'est pas assez élégante pour lui faire tout l'honneur qu'il mérite. Il a un valet de pied italien qui est probablement des membres du Club 17. Ce sentiment de culpabilité provenait de ce que V.W. avait permis à James Strachey et Noël Olivier de prolonger, après son départ et celui de L.W., leur séjour à Asheham. L.W. se rendit ce jour-là à une réunion de l'Anti-Slavery Society, puis à une soirée chez Mary Ann Hamilton, née à Danson, 1882-1966, écrivain, socialiste et membre fondateur du Club 17. Bertrand Russell, voire plus haut, 4 mars 1918, note 10, ne comptez pas que son pourvoi en appel serait entendu. Dora Singer, 1865-1955, née Pierce, femme de C.P. Singer, voire plus loin, 7 juin 1918, note 4, était une personne généreuse, qui s'adonnait activement à des œuvres philanthropiques, et que V.W. ne trouvait pas sympathique. Elle souffrait d'arthritisme sévère. Cécile Tresté, un RNS, 1878-1943, socialiste et sociologue, avait à cette époque un poste au ministère de la Reconstruction.
de Mampoivé Acte d'avril 1918 permit au gouvernement de mobiliser les hommes jusqu'à 50 ans, et pour la première fois les Irlandais étaient également visés 141. Rie obtient d'un ami toute la viande qu'il veut. Une petite selle d'agneau a été déposée à la porte de W l'autre jour. W s'attend plus ou moins à succomber encore à la tentation. Il a renoncé à lire, n'en trouvant plus le temps, mais il interroge les jeunes garçons sur les classiques. Nous a raconté des histoires de Gigi Tonson, dont la mère tient une petite boutique où elle achetait des bonbons quand il était enfant. Ainsi passions-nous d'un sujet à l'autre, W assis entre nous, elle bâillant sans le dissimuler, moi, bâillant en tâchant de le dissimuler. L'Académie entreprend de mettre en sûreté ces tableaux précieux, qui se limitent à 18, dans un certain métro. On a averti les membres qu'il fallait s'attendre pour la fin du mois à d'énormes bombes qui s'enfonceront de 10 pieds avant d'éclater. Aujourd'hui samedi, nous avons travaillé à l'imprimerie, venant à bout de 6 pages. N'ayant commencé que mardi, nous avons donc établi un record. Journée froide, lugubre, avec de très mauvaises nouvelles dans les journaux. On voit des hommes d'un certain âge, corpulents, au teint fleuri, montrer des airs bouleversés. Et la conscription touche l'Irlande. Si l'on n'avait pas conscience que la politique est un jeu compliqué, organisé pour maintenir en forme une équipe dressée à ce genre de sport, on pourrait être accablé, on l'est parfois. Et parfois j'essaie de tirer au clair le sens de certaines expressions que l'on emploie pour nous gouverner. Je doute qu'il y ait beaucoup de personnes pour le faire. La liberté, par exemple. Hier soir Desmond nous a téléphoné. Je crains que les motifs de nos amis ne résistent pas à l'examen. Son livre sort lundi. Lui, qui oublie toujours tout, se souvient pourtant d'une vague promesse de moi, faite en manière de plaisanterie, d'en donner une critique dans le Times. Il m'en envoie un exemplaire. Il voudrait qu'on l'héberge ici. Je me demande maintenant comment disposer de ces fichus auteurs. Jeudi 18 avril, il y a un grave défaut dans le plan de ce journal, qui prévoit que je devrais le rédiger après le thé. Lorsque des personnes viennent pour le thé, je ne puis leur dire « Voyons, attendez un instant que je note ce qui vous concerne quand elles s'en vont, il est trop tard pour écrire. » Et, ainsi, au moment même où je brasse des pensées et des descriptions destinées à cette page, j'éprouve le sentiment décourageant qu'il n'y a pas de page, mes pensées se répandent sur le plancher. Et, vraiment, ce n'est pas facile d'éponger pour les rassembler à nouveau. Et en ce moment la longueur de la liste des visiteurs que je n'ai pas encore consignés suffit à me détourner de commencer. Le juge Wadham, Hamilton Bois, Ariel Yeaver, K, Roger, Nessa, Ménard, Cheffet, Goldie, sans parler de la Guilde, ni d'Alix, de Brun, de Sir John Tonson, qui n'allait pas tarder à être nominé directeur de Trinity College. On avait fait ses études à Owens College, Manchester, de même que le père de Walter Lang, qui fut nommé professeur de mathématiques dans ce même collège, puis à l'université de Manchester. Manchester était donc la ville natale de Walter Lang. En avril 1918, 20 des plus importantes œuvres d'art de la Royal Academy furent, sous la supervision des autorités de la National Portrait Gallery, déposées dans un abri construit tout exprès dans le souterrain du métro, sous l'hôtel des Postes. On y entreposa 12 autres œuvres encore au mois de ruée. L'éditorial du Times, du 13 avril, avait pour titre Dos au mur, et il reproduisait l'ordre du commandant en chef à l'armée, lutter jusqu'au bout. Il y eut une critique de remuant de Desmond McCarthy dans le TLS du 2 mai 1918. Mais non sous la plume de W. L'ouvrage rassemble des articles sur divers sujets déjà parus dans le News récemment, de New Witness, de Eyes Witness et de Speaker 11, un il 1918 Noël, autrement dit le Club 17. Tous se sont accumulés depuis dimanche, et tous méritent quelque chose pour marquer leur place, et je l'ai marqué sur le moment. Mais comment retrouver l'impression que nous ont fait Wadham et Old 26 ? Ce fut une visite prodigieusement réussie. Nous nous y étions fort bien préparés. Ils ont fait des discours, ont examiné les tableaux et complimenté elle, comme on l'avait prévu. Pour moi, ils m'ont impressionné d'abord par leur vivacité qui, combinée à leur corpulence d'hommes bien nourris, leur donnait une apparence énergique, ensuite par le respect qu'ils m'ont témoigné, et enfin pour la simple raison qu'ils se sont montrés profondément épris de la Société des Nations. Le juge Wadham a repéré tous les pasteurs des États-Unis. Ils sont en relation avec tous les groupements d'individus qui existent de par le monde. À ce que j'ai compris,
Du moins, grâce à une armée de dactylos qui envoient des brochures, avec une touche personnelle, partout où une brochure peut se nicher. Comparé à cela, nos performances sont insignifiantes. Nous vous avons mis tout en haut de l'échelle des penseurs constructifs de la guerre, Monsieur Wolf. Je vois d'ici où vous placez sur les rayonnages de ma bibliothèque. Excusez-moi, vous avez employé à plusieurs reprises le mot social. Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par là. Nous avons tous deux donné des explications en d'arrêt 10 minutes. Non, je ne comprends pas enfin. Il nous faut maintenant nous rendre chez les Sydney Webb, mais nous n'avons fait qu'effleurer la surface avec vous, Monsieur Wolf, et il faudra tâcher de faire mieux la prochaine fois. Nos remerciements, Mrs. Wolf, pour nous avoir permis de connaître votre demeure, et ils sont partis. Mais presque aussitôt Harry Weaver est apparu. Là, nos prédictions se révélèrent complètement fausses. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle se révèle, malgré son apparence, telle que la directrice de l'Eguast se devait d'être, mais elle était invariablement modeste, sensée et cérémonieuse. Son costume mauve strict lui seyait corps et âme, ses gants gris, gisant bien alignés près de son assiette, symbolisaient la rectitude domestique. À table, elle a montré des manières de volaille bien élevées. Nous n'avons pu amorcer une conversation. Sans doute la pauvre était-elle gênée par le sentiment que ce qu'elle avait dans un paquet de papier brun était tout à fait en contradiction avec ce qu'elle-même était intérieurement. Mais alors comment a-t-elle pu entrer en relation avec Joyce et les autres? Pourquoi est-ce par sa bouche que leur fange cherche une issue? Dieu sait. Elle manque de compétences en affaires et ne savait être quel arrangement proposer. Nous avons examiné tous deux le manuscrit, qui semble être une tentative de reculer encore plus loin, mais toujours dans la même direction, les bornes de l'expression. Et puis elle s'en est allée. Eka est arrivée, et on lui a fait boire de l'huile de ricin dans un coquetier, et elle s'est étendue sur le canapé, a failli vomir, a passé une nuit agitée et s'est trouvée mis le lendemain matin. Ensuite, je suis allée à Guildford. Je ne vois vraiment pas comment faire entrer 3 ou 4 heures de la conversation de Roger dans ce qu'il me reste de cette page, et 26. Frédéric Eugène Wadham, 1848, 1926, juriste d'Albany Y, et Hamilton Holt, 1872, 1951, qui devait être par la suite directeur de Rollin College, se trouvait en Angleterre au titre de membre d'une organisation intitulée de Licto en Force Peace. Leur visite au Wolf résultait sans doute de la publication d'International Government, qui réunissait 2 rapports préparés par LW pour le département de recherche de la Société Fabienne, et qui parurent d'abord en supplément au New Statesman en 1915, puis furent publiés en un volume en 1916, voire plus haut, 18 janvier 1915, note 59. Avril 191 111. Puis il faut que je m'arrête pour lire Violamen 1127. Il a discouru sur toutes sortes de sujets, le fait de vieillir, la solitude, la religion, la moralité, Nessa, Duncan, la littérature française, l'éducation, les juifs, le mariage et Lysistrata. De temps à autre, il se référait à une phrase soit d'un livre de Proust dont j'ai oublié le titre 28, soit de sa traduction de Lysistrata. Et le lendemain au réveil nous avons trouvé les collines couvertes de neige et nous avons affronté le vent coupant et la pluie pour regagner l'Oméga et aller ensuite à Gordon Square, où l'on nous a montré d'abord le nouveau de la Croix, puis le Cézanne. Il y a 6 pommes dans le tableau de Cézanne. Que peuvent n'être pas 6 pommes, me suis-je aussitôt émerveillé. Il y a leurs liens les unes avec les autres, leur couleur et leur densité. Et puis pour Roger et Nessa, c'était une question infiniment plus compliquée encore. Une question de couleur pure ou en mélange, et, si pure, laquelle, vert émeraude ou vert véronèse, et ensuite de technique d'application de la peinture, et du temps que le peintre y avait passé, et comment l'avait-il retouché et pourquoi et quand l'avait-il peint. Nous l'avons transporté dans l'autre pièce et, vraiment, quel mauvais tour il jouait au tableau qui s'y trouve. On aurait dit une pierre précieuse véritable parmi des fausses. La toile des autres semblait frottée d'une mince couche de couleur bon marché. Les pommes en sont positivement devenues plus rouges, plus rondes, plus vertes. Je soupçonne ce tableau de posséder un très mystérieux pouvoir d'intoxication. Il a plu toute la journée et elle, qui prenait le thé au dehors, a ramené Goldie pour le dîner. Goldie se disait humilié par la chute de Bailleul, mais il n'en a pas moins raconté ses petites histoires précises et bien troussées,
et je suis allé à la guilde, où je me suis bien trouvé de son ambiance raisonnable et de la certitude qu'elle représente quelque chose de bien réel pour ces femmes. Malgré leur passivité solennelle, elles ont tout au fond d'elles-mêmes un désir inexprimé de quelque chose d'au-delà de la vie quotidienne. Je crois qu'elles apprécient beaucoup les cérémonies militaires et le rituel des élections, parce qu'ils symbolisent en quelque sorte cette autre chose. Elles ont rétracté à leurs commentaires injurieux sur la femme qui a parlé de la syphilis, ce qui, à mon avis, est tout à leur honneur. Depuis, disent-elles, elles ont appris que la femme n'avait exposé que la vérité. Elles aimeraient que je leur trouve quelqu'un pour leur parler d'éducation sexuelle, Mrs. Hiscock nous ayant avoué qu'elle avait dû demander à une amie d'expliquer à sa fille ce qui lui arriverait chaque mois, et qu'elle continuait à être gênée si l'on parlait de sexualité en présence de sa fille. Celle-ci a 23 ans. Le mercredi 17 avril, elle est allée déjeuner avec Rowantree et a franchi un échelon de plus vers le fauteuil de rédacteur en chef. On prépare une maquette. R continue à se retrancher derrière la question d'argent, mais n'en a pas moins remarqué, du second mariage, de Viola Meynell, dont une critique de VW parue dans le TLS d'avril 1918, du côté de chez Swann, dont Roger Free fut un des premiers admirateurs enthousiastes en Angleterre. L'importante collection de dessins et de peintures de ses contemporains qu'Edgar Degas avait rassemblée fut vendue aux enchères à Paris, à la galerie Georges Petit, les 26 et 27 mars 1918. Iveya Inarkens s'employa à obtenir du Trésor un don de 20 000 livres sterling à dépenser pour la National Gallery, dont le directeur assista à la vente avec lui. La situation militaire peu encourageante fit baisser les prix, et Menarkens put ainsi acheter pour lui-même de dessins et de peintures le cheval O.L. Turidge, de Delacroix, et Popule, de Cézanne, qui se trouve actuellement, à titre de prêt, au Fitzwilliam Museum, à Cambridge. Balliol fut évacué par la seconde armée britannique les 15 et 16 avril 1918, lors de l'offensive allemande sur la Lys. Le 23 janvier 1917, à Hogarth House, Mrs. L3 Seward, conférencière du Council of Civil Liberties, Conseil des libertés civiques, s'était adressée à la section de Richmond de la Guilde des femmes. RTSC à la question morale et aux maladies vénériennes avait choqué et offensé son auditoire avril 1918. 143 et l'homme avait la main si tremblante qu'il n'a pu déjeuner. Cela provient uniquement d'avoir discuté la question avant qu'il ne parte pour Londres. Je me suis rendue chez Caslon 32 et me suis assise dans cette imposante salle sans fenêtre, parmi les pupitres vides et les tables bien polies, tandis qu'on allait me chercher pour 1,6 de bas de casse, et que l'imprimeur de la Banque d'Angleterre commandait pour une tonne de caractères, à livrer immédiatement par camion, le poids dépassant les possibilités d'un taxi. J'ai éprouvé une immense satisfaction à écouter la conversation de ces hommes d'affaires solides et compétents, qui donnent des ordres avec tant d'autorité et de simplicité, sans jamais gaspiller une parole et avec tant de rondeur. Bon enfant dans le geste et l'expression. Théo Club 17. Mix, Brun, Noël était là et m'ont toutes déplu. Le jeudi nous avons fait une petite promenade, mais ce ne fut guère agréable dans ce vent coupant. Puis elle dut aller dîner avec Margaret. C'est tout juste s'il n'accepte pas avec plaisir un dîner en ville. Mais dans notre cercle il s'agit plutôt d'affaires que de plaisir. On s'y rend pour rencontrer quelqu'un ou pour décider de quelque chose, ou pour faire ses adieux à un prisonnier. Le cas de Bertie continue à traîner en longueur. Aujourd'hui, j'ai reçu le livre de Desmond, envoyé, je regrette de le dire, sur la demande de l'auteur. Richmond, lorsque je lui ai demandé les livres de Desmond et de Lytton, m'a répondu « Certainement si vous êtes capable de garder le secret ne pouvant rien promettre, je lui ai écrit de s'abstenir de les envoyer. Et maintenant il me faut avertir Desmond et Lytton. Ils n'en souffriront pas vraiment, mais au lieu d'être tranquilles, ils vont s'inquiéter, et, quant à moi, je ne sais trop si je suis contente ou désolée. Je crois que j'aurais pu exprimer quelques idées très intelligentes et quelques vérités, mais il est bien certain que l'on ne peut éviter une certaine gêne lorsqu'on écrit officiellement sur des personnes que l'on connaît bien. Vendredi 19 avril, journée d'effort colossal pour lui, page entièrement imprimée. Il est parti à 1h30 et à cet instant, 6h du soir, il est toujours chez l'imprimeur, debout dans le sous-sol à glisser page après page entre les rouleaux, n'ayant pris qu'un court instant pour le thé. Ce soir j'aurai 8 pages à distribuer et ensuite à composer,
mais les caractères suffisent pour 9 pages et 3 lignes avec les H9, le T étant la première lettre à s'épuiser. Neige, tempête de vent, froid mordant et par instant du soleil. Dimanche 21 avril. Combien de malheureux, clergymen ou officiers en retraite pour la plupart, doivent être en train de tapoter le baromètre et de considérer lugubrement leur pelouse couverte de fleurs d'arbustes flétris avant d'être tout à fait écloses et arrachées aux rameaux par le vent. Les vergers sont probablement perdus maintenant. Hier, à Kew, les magnolias offraient un spectacle bien attristant avec leurs gros boutons rosés, qui étaient tout prêts à s'épanouir en fleurs des plus magnifiques, et désormais brunis et recroquevillés, condamnés à ne jamais éclore et à rester laids toute leur vie. Nous avons remarqué plusieurs branches gainées de blanc à leur 32, fondeurs typographes, dont les établissements, connus sous l'appellation de fonderie Caslon, se trouvent à Eastwell Street en extrémité, signe, selon elle, que l'on procède à une expérience de greffe. Les narcisses eux-mêmes sont tout tordus par le vent. Les arbres fruitiers noircis et gelés. Le terre continue d'être au vent et à la pluie et, par instant, à la neige. Je suis allé au Palladium cet après-midi, mais tout compte fait, je l'ai regretté. Un pianiste un nom de Julian Clifford jouait du Mozart comme si c'était un regue de valse, lentement, sentimentalement et avec une sorte de mélancolie sirupeuse qui a gâché ses plaisirs dans le concerto en sol mineur. Elsten, il faut maintenant que j'écrive Desmond, qui a téléphoné avec en tête, je le crains, cette critique de son livre. Vendredi 26 avril, j'ai laissé passer plusieurs jours, je ne me rappelle pas pourquoi, mais en partie, au moins, parce qu'il y avait trop à raconter. Le lundi 22 avril, je me souviens d'avoir pris le thé au Club 17, où j'ai rencontré quelqu'un que j'ai pris pour Brun, mais qui répondait au nom de Daphne 33. Les chauves sont de nouveau refoulés vers Inter, ont attendu jusqu'à la toute dernière minute et, ayant une promesse de Situadon le lundi, hésitaient encore entre Cambridge, Hertford et Hampshire. J'ai surtout bavardé avec Ermengarde qui vient rarement, mais donne l'impression qu'Or la connaît bien. Comme elle l'a remarqué, ces femmes qui vivent à la campagne prennent quelque chose de lent, de bovin, très rafraîchissant, à mon sens. Elle élève des taureaux primés, joue de la contrebasse le soir, et écrit des histoires peu édifiantes pour les enfants. Elle semble s'être installée dans une niche qui lui convient à la perfection, dans laquelle elle vit à sa guise, ayant maintenant une foi quaker qui complète son personnage. Elle m'a donné l'impression d'une grande fleur des jardins étalant confortablement ses racines en tous sens et bien plantée dans le sol, une giroflée ou une rose trémière, disons. Le mardi 23 avril, Wright a dîné et couché ici. J'ai écouté avec respect une longue conversation dans laquelle elle et lui tenaient leur rôle avec une connaissance parfaite des règles du jeu. C'est l'impression que m'a laissé leur manière de parler, réfléchie, aisée, en même temps que concise. Il est difficile de dire dans quelle mesure W est affecté par son sort. Les règles du jeu exigent une courtoisie sans faille. C'était extrêmement aimable à lui de jouer si bien. Il a offert toute l'aide qui lui serait possible. Ses propres pouvoirs de rédacteur en chef étant, dans son opinion, supérieurs aux nôtres et même à ceux du conseil d'administration, c'était très gentil de sa part, mais il semble qu'il y ait du vrai dans ce qu'il a déclaré, qu'il préfère confier à d'autres l'exécution de ce qu'il désire plutôt que de s'en charger lui-même. 34. Il est affligé de diverses maladies, et se montre très lent, mettant 2 fois plus de temps que nous à venir à bout d'un repas, et peut-être 4 fois à arriver au bout d'une phrase. La question des salaires a été débattue. W pense que l'on s'en remettra à lui. Il propose de 200 à 250 livres pour Miss Matae, entre 300 et 400 livres pour elle, c'est plus que nous l'espérions. Toutefois cela ne dépend pas seulement de Wright. Ici l'aigle téléphone qu'il va se présenter à Ermengarde-Médan, 1888, 1966, était la sœur aînée de Freud.